Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, stream un petit peu spécial, on va dire, puisqu'aujourd'hui on accueille du coup Abdel avec Benoît. Abdel qu'on a le plaisir de retrouver aujourd'hui pour parler de qualité de code et éco-conception. Donc très content que tu ouvres cette saison, on va dire, 2024, Abdel. Alors, avant de commencer un petit peu et puis de découvrir aussi, de te découvrir, de parler un petit peu de qualité de code, deux petits laïus avant de commencer. Donc déjà, mille excuses pour la semaine dernière, il se trouve que j'ai chopé un espèce de virus, je suis pas encore complètement guéri, raison pour laquelle aujourd'hui je vais pas être l'animateur principal, mais je délègue la tâche à Benoît qui va faire ça très très bien avec Abdel pour parler du sujet du jour. Je resterai en backup quand même les amis, donc je suis là en intro et en conclusion et je resterai en fond si jamais en voix off, y a pas de souci. Donc déjà mille excuses pour la semaine dernière, c'est vrai que la semaine dernière je pouvais vraiment pas du tout, même pas gérer la partie je dirais technique, parce que c'était compliqué, j'avais pas mal de fièvre. Et puis je vais laisser aussi Benoît introduire sur le deuxième point avant de démarrer ce live, qui est le rebranding, puisque comme vous pouvez constater depuis cette année 2024, du coup on ne stream plus sous le nom de Déclic, qui était dans notre chaîne jusqu'à présent. Donc pour celles et ceux qui nous découvrent, ça vous fera pas beaucoup de changements, mais pour celles et ceux qui nous suivent depuis pas mal de temps, sachez que voilà, on a rebrandé, on a rechangé le nom, on va dire, et la marque de ce média, et on l'a mis au nom de PicBeam, donc l'agence derrière ce média. Donc Benoît, je te laisse du coup prendre la main, expliquer un petit peu tout ça. Je reste évidemment en fond, et puis voilà, je vous souhaite à tous les deux un très bon stream, et puis je vous écoute avec attention. Allez, à tout de suite les amis. Yes, merci Anto. Salut Abdel. Bon, ça va Abdel? Bonjour à tous. Oui, ça va, je suis très content de vous retrouver. Bon, ça fait plaisir de t'avoir en tout cas Abdel. Donc ouais, comme le disait Anto, on redémarre les streams là, donc ça faisait depuis décembre, je crois, le dernier qu'on avait fait. Et donc l'année dernière, on a fait beaucoup de streams sous le nom Déclic pendant près d'un an. Hein. Et puis on a une chaîne YouTube aussi sur laquelle on partage tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait depuis le début. On a décidé de renommer la chaîne en PicBeam, tout simplement parce que on s'est rendu compte que ça perdait pas mal de gens au final d'avoir deux noms différents alors que c'était la même équipe qui travaillait derrière le même projet. Donc il faut savoir que l'objectif numéro un quand on fait ce stream et quand on fait cette chaîne Twitch, c'est aussi de donner de la visibilité à notre petite agence sur Toulouse pour essayer de trouver des projets, trouver des clients et puis s'éclater sur notre agence. Donc voilà, donc ça perdait pas mal les gens et on s'est dit que c'était peut-être plus judicieux de renommer la chaîne pour y voir plus clair. Donc voilà, simplement renommer avec le nom de notre agence. Donc pareil sur YouTube. Donc voilà un petit peu les actus et du pourquoi, du comment. Donc au final, ça reste la même chose. Hein. C'est les mêmes personnes qui vont animer. Anto, en priorité, aujourd'hui, il est un peu KO. Vous avez pu l'entendre dans sa voix. Mais sinon, ça ne change pas. Aujourd'hui, on va parler du coup d'un sujet qui m'intéresse particulièrement et je suis très content que ce soit toi, Abdel, qui vienne en parler parce que tu traites de ce sujet depuis quelques années maintenant. Donc on va parler qualité de code et puis peut-être plus récemment où tu as commencé à regarder sur la partie éco-conception web, qui est un sujet sur lequel pas mal de personnes traitent et parlent aujourd'hui. Avant de commencer, Abdel, je te propose déjà de te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Alors, pas un exercice facile, hein, parce que tu m'as fait remonter un petit peu en arrière. Moi, je développe depuis une vingtaine d'années. Donc, j'ai fêté mes 40 ans cette année. Et comme pour développeur, hein, j'ai été responsable technique, tech lead. Très, très rapidement, je me suis intéressé à la qualité du code, hein, même si au début, je ne savais pas que c'était vraiment ça. Hein. Ce qui m'intéressait au départ, qui a été vraiment le déclic pour moi, c'était quand je voulais partir en congé et que j'avais un chef qui me disait mais non, mais attends, si tu pars, qui c'est qui maintient ce truc? C'est important pour le client. Et du coup, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible, ça. Tu bosses toute l'année, puis quand tu as décidé de partir, tu te retrouves bloqué parce que tu as ton truc que personne d'autre ne peut reprendre. Il y avait une dépendance envers toi, en fait, donc tu pouvais pas partir seul en vacances. Mais je n'étais pas le seul, je parle de moi, mais j'avais plein de collègues qui étaient embêtés, qui devaient prévoir des congés sur des périodes où les projets n'étaient pas contraints. Et quand tu as des clients tout le temps, à chaque fois, tu annonces des congés, puis tu as ton chef qui dit ça sent la galère. C'est comme ça que j'en suis arrivé à
systématiquement me fixer comme objectif de pouvoir partir n'importe quand, tomber malade quand je veux, et du coup réfléchir un petit peu à ce transfert de connaissances qu'on peut avoir dans une équipe. Donc ça, c'était dans ma période de développeur, on va dire. Hein. Donc j'ai fait du Java, j'ai fait beaucoup de projets chez 5ESN dans ma vie. Et ensuite, je suis arrivé sur le DevOps, mais par la thématique de la qualité du code, ce qui est un peu particulier. Même si j'avais pratiqué de la CI classique dans mes projets, j'ai eu une opportunité d'être à temps plein sur de l'animation qualité du code avec les équipes de développement. Pour moi, c'était une vraie opportunité parce que on apporte souvent la qualité du code lorsqu'on est tech ou même développeur, partiellement, parce qu'on ne fait pas que ça. On développe aussi des features, on doit livrer de la valeur, tenir des plannings et aussi prendre en compte cette thématique qui n'est pas simple, qu'on peut outiller, on en parlera tout à l'heure, mais souvent ça se fait un petit peu à temps perdu, mais c'est pas le principal. Et là, depuis maintenant 5-6 ans, j'ai cette chance de pouvoir quasiment à temps plein réfléchir au sujet, aider les équipes de dev, leur donner du recul, leur donner des outils et faire de l'automatisation dans les chaînes DevOps. Donc, voilà un petit peu mon parcours, hein, développeur, tech lead, et puis Et pourquoi tu t'es orienté vers cette thématique-là? Pourquoi tu n'as pas voulu rester dans le développement? Qu'est-ce qui t'a plu du coup dans cette partie-là? Alors, moi, j'ai une vision assez anglo-saxonne Ouais. du métier de développeur. Hein. Je me considère toujours comme développeur. C'est vrai qu'en France, on a une vision un peu particulière du développeur, un peu, guillemets, cracheur de code. Et être développeur toute sa vie, c'est un peu la rater. Moi, je pense pas du tout ça. Je pense qu'on est développeur tout le temps. Une fois qu'on l'a été une fois, c'est pour la vie. Et ça n'empêche pas de développer autre chose que du code, hein, de développer du business, développer des réflexions. Voilà. Ça, c'est vrai qu'en France, on est un peu biaisé par cette culture. Donc, je suis toujours développeur et je contribue à aider les équipes de développement à livrer plus vite, plus souvent. Donc ça, c'est DevOps, mais avec une qualité du code qui s'améliore. Dans la même démarche, on intègre aussi la sécurité du code. C'est souvent les mêmes principes. Ouais. Donc, fiabiliser le code et le rendre un peu durable. On en parlera plus tard, plus profondément. Ok, cool Abdel. Et donc ça fait depuis 5 ans que tu le fais. Moi, alors Abdel, pour la petite histoire, hein, quand même, on a bossé ensemble tous les deux. Et je pense que quand tu es arrivé, Abdel, tu commençais à prendre ce sujet de qualité de code. Je pense que je devais être une des premières personnes avec lesquelles tu as échangé côté code pour mettre en place cette approche sur la qualité de code. Donc moi, ce que j'ai trouvé fascinant chez toi, c'est que tu as réussi à prendre ce sujet vraiment à bras le corps et à graviter autour de tout l'écosystème et de toutes les personnes que ce sujet a intéressé. Et donc, tu as dû naviguer auprès de beaucoup de gens et faire un petit peu de politique aussi, personnes un peu plus haut placées, tout en arrivant à ne pas imposer les choses, mais en allant chercher les développeurs pour mettre en place les bonnes pratiques. Pourquoi tu as eu cette approche-là? Pour moi, clairement, c'était la seule approche possible ou fiable. Dans ma vie, j'ai vu beaucoup de choses qui venaient de ce que moi j'appelle du top-down, hein, donc des décisions de direction qui décident de faire du TU, par exemple, ou mettre en place tel critère. Mais par conviction, hein, par nature, j'ai toujours cru, et même avant de te connaître, hein, au moment d'accepter finalement le poste, alors c'est assez rare sur un entretien d'embauche quasi, de fixer des prérequis. Et mon prérequis, c'était que ça se fasse avec les équipes de développement que je ne connaissais pas. Mais j'étais convaincu de rencontrer des gens qui maîtrisaient leur sujet, qui étaient experts sur leur techno et qui avaient eu, comme moi dans le passé, hein, plein de bonnes idées, mais jamais eu le temps de les mettre en pratique, ou la CAF, ou le budget, ou peut-être les compétences, j'en sais rien, mais qui avait eu cette réflexion. Donc c'est vrai que j'ai eu énormément de chance de te rencontrer, tu n'es pas le seul, hein. J'ai rencontré sur une boîte où il y a un ou plusieurs milliers de développeurs, si on en trouve 10, 20 qui s'intéressent au sujet, on peut travailler avec eux, concevoir des choses qui sont très intéressantes, et là où tu m'as beaucoup aidé, tu réalises même pas à quel point, c'est que finalement, la démarche qu'on a construite ensemble, tu en as été le premier ambassadeur. Et c'est beaucoup plus simple d'avoir un ambassadeur. Donc ça, c'est aussi mon côté agiliste, de se dire, tu as contribué à une solution, tu vas naturellement la vendre au sein de ton équipe. Là où si ça avait été construit par quelqu'un d'externe à l'équipe, déjà, il aurait fallu l'expliquer, la débattre, puis après, vous l'approprier. Ouais, je suis complètement d'accord. Et du coup, ça a été beaucoup plus vite et ça s'est propagé assez rapidement auprès des équipes. Et entre guillemets, tout le monde a joué le jeu.
Et après, par contre, avec le retour là, donc ça fait quand même 5 ans, on va dire qu'il y a pas mal de choses qui ont été mises en place. Entre guillemets, le début, c'est peut-être le plus facile quand on lance quelque chose et qu'on met en place des sujets. Est-ce que tu n'as pas des difficultés justement à arriver à faire perdurer la chose dans le temps? Alors, C'est-à-dire maintenant, aujourd'hui, quelqu'un qui arrive, bah, il a déjà tout un setup, un tas de règles à suivre pour suivre les qualités de code qui ont été établies au sein de l'entreprise. Est-ce que tu vois pas des personnes un peu plus réfractaires à ce qui a été mis en place aujourd'hui? alors, des réfractaires, tu en as toujours hein, dans une population. Bon, je l'ai dit, bon, je crois qu'il y a toujours des gens qui vont être un peu leaders et qui vont pouvoir avancer, des gens qui sont un peu réfractaires au changement. Mais une fois que 99% de la population s'est fixé un cadre, ben, les derniers suivront, c'est pas la question. Ouais. Et c'est déjà une réussite d'avoir convaincu et mis en place la pratique auprès d'une majorité. Maintenant, sur les difficultés qu'on a pu rencontrer, donc c'est vrai que dans ton contexte, c'était plus facile puisqu'on partait de rien, on partait d'une feuille blanche, donc on a mis en place un cadre qui était plus facile à respecter. Hein, donc, souvent, on parle des normes de développement. Moi, avant de parler de qualité du code, je parle des normes de développement. Comment est-ce qu'on va écrire le code? Si on prend l'analogie avec d'autres domaines comme l'industrie manufacturière ou la production de produits, on ne lancerait pas une production sans s'intéresser à quel est le niveau de qualité qu'on attend du produit. Parce qu'on sait produire de différents niveaux de qualité. On sait faire du code avec TU, sans TU, avec la duplication, sans duplication. Donc là, la chance qu'on a eue tous les deux, c'est de pouvoir mettre en place des critères qui vont rendre tangible la qualité du code dès le départ. Les premières difficultés qu'on a eues, c'est lorsqu'on est rentré sur des legacy avec des années d'histoire. Si on part du mainframe, c'est le code le plus maintenable finalement, hein, qui existe depuis une cinquantaine d'années peut-être. Les normes avec lesquelles elle a été écrite, ce n'est pas forcément les normes d'aujourd'hui. Donc là, à chaque fois, on s'appuie sur des échanges avec les équipes de dev. Parfois, j'ai des équipes qui me disent « mais c'est quoi le problème? Moi, je pratique ces normes de développement depuis 50 ans, ça marche très bien. » Et pourquoi pas? N'allons pas plus loin. Donc, il faut être vraiment pragmatique sur ces approches-là et essayer, en fonction des contextes, d'adapter. D'ailleurs, par rapport à ça, juste, il y a l'Xlox 10 là, qui posait une petite question. Est-ce qu'il y a eu des détracteurs, justement, des deux côtés, hein, de ceux qui ont fait du legacy et de ceux où tu partais de zéro? Plus sur le legacy, hein, parce que disons que quand tu as une culture, des habitudes, c'est plus compliqué de les changer. Hein. Si tu prends un tech lead qui code et qui est sur son application, il n'y a pas d'incident en production. Tu viens lui parler de qualité du code, tu dis de quoi tu parles? Mon code est déjà de qualité. Par contre, voilà, même sur ces sujets-là, il faut réussir à expliquer que même si ton code est de qualité, qu'il ne produit pas d'incident, qu'il n'y a pas de souci de maintenabilité, eh bien, il faut qu'on rende tangible finalement cette qualité, qu'on puisse la partager avec la direction, les autres équipiers, les utilisateurs, et être tous conscients que finalement ce produit est de qualité. Même si toi tu le sens, c'est ton ressenti. Et on parle que de qualité du code, ce qui est assez complexe, puisque c'est qu'une seule brique finalement de la qualité logicielle. Et aller chercher les ROI, parce que tu parlais des tracteurs, c'est pour ça que je te parle de ROI, souvent on nous dit, ben voilà, faire de la qualité du code, ça coûte. Qu'est-ce qu'on y gagne? Alors, le ROI, aujourd'hui, on ne sait pas facilement le démontrer. On t'a demandé d'essayer de faire des calculs, des trucs pour arriver à remonter. Et comment tu t'es pris, du coup? Alors, moi, je m'appuie souvent sur l'extérieur. Hein. J'essaie naturellement de m'ouvrir, hein, déjà d'échanger avec les personnes qui s'intéressent au sujet, hein, donc que ce soit dans le monde de la recherche, mais aussi dans le monde de l'édition logicielle. Comment on en est arrivé à la qualité du code, l'historique, c'est peut-être les gros programmes comme Apollo, envoyer les gens sur la Lune, les sujets militaires, les sujets on va dire les domaines critiques, hein, comme les centrales nucléaires, les choses comme ça. Eux, on comprend bien qu'avoir un bug, avoir une régression, c'est pas acceptable, c'est hyper coûteux. Donc, c'est les premiers à avoir commencé à travailler ces sujets-là. Et ensuite, tu as des études de Microsoft, on peut pas les citer, ou IBM, qui sont des gros éditeurs. Donc, si on prend Microsoft, c'est un exemple très simple. Ils conçoivent Internet Explorer, ils conçoivent Windows 98, Millennium, etc. Vous avez tous connu les mises à jour Windows. Une régression ou un bug sur Windows ou le pack Office à corriger après le déploiement de la version, c'est un coût monstrueux. Donc, c'est sur toute la planète qu'il faut envoyer des patchs sur des millions de bécanes. Donc, forcément, aller corriger le bug plus tôt en phase de recette, c'est un coût mineur. Et ça, c'est des études, on trouve les graphiques, il y a des estimations comme ça qui expliquent que détecter un problème pendant la phase de développement, pendant la phase de recette, est beaucoup moins coûteux que le détecter en production.
Maintenant, si tu as une application qui n'a pas d'incident en production, quel est le ROI de faire le... Je ne sais pas le calculer. Aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas faire de qualité du code. C'est d'abord des risques d'avoir des problèmes d'image, parce qu'on sait tous qu'une application buggée, un site buggé, au bout de 5 Ouais. secondes, tu as perdu ton Ouais. truc. C'est des coûts de résolution, c'est presque secondaire finalement, mais voilà, tu vas livrer des patchs, etc. Et un gros problème de maintenabilité dans 5-10 ans, s'il n'y a pas de réflexion, s'il n'y a pas d'effort, on se retrouve souvent sur des projets qui sont abandonnés, jetés, tout simplement, puisque plus maintenables, il faut les réécrire ou repartir sur un autre business model, parce que c'est devenu un gros plat de spaghetti. Ça, on a tous croisé dans notre vie, intervenir sur du code qui a été construit de manière empirique. C'est un peu ça qu'il faut définir avant de s'intéresser peut-être à la qualité du code et qu'est-ce que du bon code. Faut s'intéresser à se dire qu'est-ce que du mauvais code en fait? Qu'est-ce qu'un code pourri et qu'est-ce qui fait qu'on va s'intéresser à la qualité de code aujourd'hui? Donc il y a quoi? Il y a ce que tu dis en fait, du code qui n'est pas forcément maintenable, du code donc c'est ça, c'est de la rigidité en fait. C'est un code qui va être rigide, qui va être difficile à faire évoluer, ou dès que tu vas faire une petite modification, tu vas pouvoir tu vas causer des cascades de changements et tu as cette notion d'immobilité. Tu peux pas facilement le changer et le modifier, changer une partie d'un code sans te dire que tu vas le péter. Ouais, c'est quoi d'autre pour toi un code qui est mauvais? Pourquoi on va s'intéresser à faire du bon code? Un code qui est mauvais, bon, il y a différents critères pour moi Ouais. le code. Après, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. Quand tu es sur une application pour chez toi, tu es en train de t'amuser à découvrir une technologie, tu expérimentes des choses, bon, il n'y a pas de question à se poser, là, tu fais comme tu veux, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand tu commences à avoir du code qui est un produit et un service numérique utilisé par des clients, je pense que l'un des premiers points, l'un des premiers critères, c'est sa fiabilité, qui fournisse le service attendu. Donc déjà, la fiabilité, c'est le premier critère. Puis ensuite, se pose la question de la durée de vie du produit. Je te coupe, Abdel, il y a Anto qui pose une question. Est-ce que tous les top leaders sont sensibilisés à la qualité, sachant que ce n'est pas de la production directe? En fait, par rapport à ce que tu dis, moi, je pense qu'il y a des boîtes qui s'en foutent un peu, entre guillemets, de la qualité de code et qui vont pas chercher forcément de la qualité. Tout dépend des objectifs de l'entreprise. Typiquement, je connais des startups qui se lancent. Leur seul objectif, c'est de développer un produit, de faire une traction en marché, d'acquérir des clients et puis ensuite de revendre l'entreprise à une plus grosse boîte. Eux, concrètement, le CEO, il va leur dire faites des fonctionnalités, faites en sorte que ça marche, mais on s'en fout de faire un code quali qui va être maintenable pendant des années. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, c'est pour ça que je parlais toujours du contexte, c'est le point clé. Maintenant, ta startup, si elle grossit, que tu veux vraiment industrialiser ton truc, attaquer toute la planète et avoir un produit qui vit, il va falloir avoir une petite phase de refacto. C'est souvent là le débat de est-ce que je réécris, est-ce que je progresse, et ça va parfois même au-delà de la qualité du code, ça peut aller aussi sur des réflexions d'architecture logicielle et se dire j'ai choisi peut-être un framework qui n'est pas le bon, j'évolue. J'ai quand même participé à quelques-unes des présentations qu'il y a eu sur cette chaîne, notamment sur le Jamstack, et j'aime bien cette approche modulaire qui te permet de partir sur une solution tout en te laissant la souplesse d'ici 2, 3, 5, 10 ans de pouvoir combiner autre chose. Il y a d'autres frameworks qui sont hyper structurants et quand tu pars sur une voie, t'es obligé d'y tu rester. ne changeras pas, sauf à tout péter. Donc, c'est des choix. Il n'y a pas de solution idéale qui correspond à tous les contextes, mais des choix vraiment à bien prendre en compte. Quand tu parlais des sociétés aussi qui ne prennent pas la réflexion, mon expérience, tu veux, elle vient aussi des éditeurs de logiciels. Alors, les vrais éditeurs de logiciels, les gens qui produisent du code, qui nous livraient tous les ans une release dans les supermarchés ou machin. La prod, c'était graver des CD, tu vois, c'est l'exemple. Et ces gens-là sont vraiment propriétaires du code. C'est vraiment là où il y a le plus de valeur ajoutée. Et ils s'accordaient un budget de 1/3 pour les nouvelles fonctionnalités, 1/3 du budget pour la dette technique, le refacto, les évolutions, et 1/3 pour l'innovation. Donc c'est monstrueux quand tu vois par rapport à ce qu'on peut faire dans des ESN, mais se dire je fais qu'1/3 pour la feature, la valeur. Si on revient sur les ESN, donc la délégation de responsabilité sur la construction du code, aujourd'hui, nous, c'est des réflexions qu'on a aussi avec les sociétés fournisseuses et elles sont preneurs de cet alignement finalement. Tu me délègues la conception, le développement d'un produit, quel est le niveau de qualité que tu en attends, et ça évite beaucoup d'incompréhension en phase de livraison, dire voilà, le code que tu m'as fourni n'est pas assez bon, c'est très facile de le dire, n'importe qui peut dire que ce qu'il reçoit ne lui convient pas,
c'est plus compliqué de le définir dès le départ. Donc, tous les prestataires avec lesquels on travaille aujourd'hui ont été sensibilisés à la réflexion et il n'y a aucun souci avec eux. Ils s'adaptent à la démarche. Finalement, on met en place les outils, les indicateurs qui vont bien et tout est fluide. Voilà. On est capable de livrer plus tôt avec moins de qualité, plus tard avec plus de qualité, ne livrer que de la qualité, pas de la valeur. Ça aligne vraiment tout le monde et c'est ce dont on appuyé en début de conversation, on a appuyé dessus. L'exercice était d'aller chercher les échanges avec toutes les parties prenantes des produits d'une équipe de développement et d'aligner tout le monde sur des indicateurs, parce que même si j'aime pas trop les chiffres, les indicateurs, ça permet quand même de mettre tout le monde d'accord, de dire voilà, on va aller chercher. Les chiffres parlent et au moins tu peux voir concrètement ce qu'il en est. Et du Bon, coup, on a en parlant d'indicateurs, des anecdotes tous les deux avec ces indicateurs-là où parfois Ouais. on pensait que c'était une notation que moi je mettais. Ouais. Voilà. Donc parfois chacun les comprend comme il veut, mais bon, ça met tout le monde d'accord, on doit aller à 4 ou à 6. Voilà. Du coup, quand tu parles de ces indicateurs, d'où sortent ces indicateurs? Comment tu vas les chercher concrètement et quels sont les outils qui te permettent de sortir des indicateurs aujourd'hui qui te permettent de qualifier cette qualité de code concrètement, quoi? Une petite parenthèse sur les indicateurs. Les indicateurs, Ouais. ça correspond à de la mesure Ouais. et c'est indispensable. Donc, même si on peut leur faire dire ce qu'on veut, voilà, ça reste des chiffres. C'est indispensable parce que pour moi, on ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne sait pas mesurer. On en reparlera tout à l'heure sur les co-conceptions, mais mesurer, c'est le premier pas vers l'amélioration continue. Donc, ce que moi j'utilise sur la qualité du code, ça va être des indicateurs qu'on a définis avec toi, avec d'autres personnes et qui ont très très peu évolué, puisque finalement, peu importe les indicateurs qu'on choisit, moi avec le recul je me dis on aurait pu en choisir d'autres, finalement c'est surtout la démarche, la réflexion qu'on a qui est intéressante, qu'on prenne le taux de duplication ou le taux de test unitaire, c'est la même chose, on va avoir une réflexion à un moment donné sur le refactoring du code et sa maintenabilité. Donc moi, je choisis des indicateurs. Bon, j'ai choisi des indicateurs SonarCube, parce que tu voulais que j'en parle. Donc, SonarCube est une solution qui est un peu leader dans le monde de l'analyse qualité du code. Alors, il y a d'autres solutions. Dans certaines technologies, tu vas trouver des solutions qui sont très spécifiques. Le choix de SonarCube, ça a été surtout par rapport Et toi, t'as un gros concurrent Sonar aujourd'hui ou pas? Ou c'est vraiment Sonar? Alors, c'est pas le premier. Si tu veux, chez IBM, par exemple, tu avais des outils d'analyse calorimétrique, tu en as peut-être aussi dans l'embarqué, voilà, tu as d'autres mondes de développement, d'autres technologies qui vont avoir des logiciels un peu plus spécifiques. Tu avais avant Sonar, tu avais sur des frameworks comme Findbug, Checkstyle, tu as les linters aussi qui sont finalement dans la même démarche de scanner le code. Donc, il n'y a pas que Sonar, c'est un outil plutôt leader, qui est devenu leader. À la base, c'est une startup aussi. Suisse, d'ailleurs. Énormément. Suisse, à Genève. Avec des Toulousains qui travaillent là-bas. On connaît quelques-uns. Qui a explosé, surtout depuis 2 ans. Ils ont signé la NASA, par exemple. Donc, attaquer le marché Amérique du Nord. Et ce qui nous plaisait chez eux, c'était surtout leur couverture. Donc, 29 langages couverts. Alors, ça va du COBOL jusqu'au mobile. Ouais. C'est toi un peu qui monte? Ouais, c'est... Non, c'est un méchant hacker qui nous a hacké. Voilà, donc c'est intéressant parce que moi je le connaissais puisque tu as une version communautaire qui est déjà pas mal pour débuter, qui ne répond pas forcément aux problématiques qu'on peut avoir à l'échelle, mais déjà tu peux faire des scans, tu peux voir un petit peu ce qui se passe sur tes projets. Il y a une version cloud qui existe aussi pour les projets open source. Donc, voilà, tu peux trouver on ira voir tout à l'heure les projets cloud qui sont scannés. Elle s'intègre super bien à la CI. Elle s'intègre aussi au poste du développeur avec des plugins sur quasiment tous les IDE du marché. Donc, ce qui nous plaisait, c'était les 29 langages couverts, l'intégration DevOps et la philosophie, l'approche qu'il y a dans cet outil sur le legacy. Alors, ils ont un petit peu tordu le clean code et ils parlent de clean as you code. Donc, quand tu as une legacy, tu ne vas pas pouvoir mettre en place des normes à récupérer toute la dette. Sur des millions de lignes de code, c'est foutu. Si ça a été codé avec des noms de variables qui étaient dans un format, tu ne vas pas décider de le changer. Par contre, là où c'est plus facile, c'est de se dire, à partir d'aujourd'hui, on va regarder toutes nouvelles fonctionnalités, tout nouveau code qui arrive. Donc, le clean as you code, c'est au fur et à mesure que tu fais les choses, tu vas les mesurer et tu vas. C'est ça. Tu vas donner de la note sur le nouveau code plutôt que sur tout le legacy, quoi.
C'est vraiment l'approche qu'ils vendent. C'est ce que tu verras dans dans toutes leurs vidéos. Ils ont une chaîne YouTube. Et Ouais, voilà, ils ont une page de prise en compte du legacy de cette façon-là. ok. Donc une approche très, très adaptative, on va dire, par rapport à des contextes d'entreprise, pas startup. On pourra zoomer plus dessus à l'occasion, Ouais, aller après, voir des moi, il y projets. a un truc que j'aime bien, tu vois, sur ces outils-là, et je pense que c'est aussi pour ça que on a bien adopté. C'est la notion un petit peu de gamification, je trouve. À partir du moment où on met des outils comme ça de suivi de code, etc., en tant que développeur, on a envie que tout soit clean et on a envie du coup qu'il y ait zéro erreur, que du coup tu aies été tout bon. Et je trouve que ça apporte un peu cette notion-là de vouloir avoir le meilleur code. À chaque fois que tu fais quelque chose, tu vas regarder. Ok, tu as tous les voyants en vert, donc c'est bon. Ça apporte un peu cette notion-là et ça rend le travail un peu plus agréable et plus sympa, plus ludique. Je sais pas ce que tu en penses, si tu as eu des retours comme ça. Si, si, bien sûr, dès que tu commences à mettre des indicateurs sur des milliers de projets, tu as besoin de synthétiser. Et Mm. finalement, synthétiser, on en revient systématiquement aux bonnes pratiques qu'on trouve dans tous les commerces, avec le Nutri-Score, le Energy Score sur les frigos. Voilà, on va Ouais. avoir quelque chose de synthétique Mm. sur 5 niveaux et qui permet d'avoir une vision de j'en suis où, j'achète quoi. Ouais. Donc ça a été pour la vision globale. Et puis au sein Mhm. d'une équipe, c'est très challengeant de se dire, ben, je suis en E, est-ce que je peux faire du D? Ouais. Voilà, quel axe de progression je peux avoir? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Mm, Et mm, mm. on retrouve également ces réflexions-là sur l'éco-conception, hein, avec une volonté de mettre en place des éco-scores. On Ouais, va calculer ça fait la même chose. c'est T'as tout le vraiment temps cette pareil. notion-là. Voilà. De Ouais. dire là, je suis pas bon, là, je suis plutôt bon. Ouais. Et ça a pas Ouais, mal non, challengé les équipes, hein, de mais bien cet sûr, esprit de compétition quand naturelle. un projet qui est en D alors que tous les autres sont en A, forcément, tu vas essayer de comprendre. Ouais, ça motive les gens à aller chercher, à aller faire les choses là où tu peux ne pas y voir l'intérêt de manière classique, on va dire. Il y a Philippe Antona qui demande, j'entends parler de clean code, c'est une notion de tendance. Oui, Philippe, c'est tendance. La gamification des feedbacks sur la qualité permet de rendre ludique et donner un retour plus rapide. Ouais, bah carrément. Carrément. Et alors, je vais partager mon écran. Donc ouais, clean code, bah tiens, Philippe, clean code, définition et principe, par Benoît, c'est pas moi, hein. Moi j'ai pas dans le lit. Alors ça c'est Abdel qui a trouvé ce truc, qui m'a demandé de le partager. Vas-y. Voilà, ce qui m'intéressait, moi, c'était surtout voilà, dans le livre Clean Code. Alors, déjà l'auteur, Bob Martins, pour Ouais, alors ceux qui ne le Oncle Bob. connaissent pas, ce Ouais. livre, vous pouvez le trouver en français. Je savais même pas qu'il était en français. Il y a une version depuis 2019, codé proprement. Sinon c'est une code, celui-là. Alors, je vous laisserai chercher l'auteur, mais je crois qu'il est aussi signateur du Manifeste Agile, Software Craftsmanship, et voilà, dans tous les bons coups. Grosso modo, ce sont des gens qui se sont réunis depuis plusieurs dizaines d'années maintenant Ouais. et qui se sont dit qu'est-ce que du bon code et du mauvais code. Donc, moi, j'aime bien cette image qui est dans l'intro et qui explique en fait quel est le seul indicateur valable de qualité du code. Donc, Ouais. ça remet tout à plat tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Pas tant que ça. Mais le nombre de what the fuck en code review. Donc, le nombre de what the fuck en code review, ça fait réfléchir. C'est-à-dire que finalement, du bon code, c'est du code sur lequel, lorsque mes collègues le relisent, Ils comprennent. il n'y a pas de débat. Ouais. On est d'accord. J'aurais fait comme ci, tu aurais fait comme ça, pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça. Donc ça, c'est tous les échanges qu'on peut avoir en code review qui montrent qu'on n'est pas assez aligné sur les façons d'écrire. Et avec le recul, moi, ce que je me dis, c'est que quand je code, je devrais me mettre aussi plutôt dans une posture d'écrivain. Le gars qui va écrire un blog, qui va écrire une œuvre littéraire. Donc, si on se dit que votre produit logiciel, votre service numérique est un ouvrage, on va intervenir chacun pour écrire un chapitre, un blog, un paragraphe. Et il faut que le tout ait une histoire pour le lecteur. Donc on n'écrit pas du code pour nous-mêmes, mais on l'écrit pour les autres. Et on le voit dans nos pratiques, hein, parle pour les plus jeunes, mais dans votre vie, vous allez plus lire du code qui a été écrit par les autres que écrire votre code vous-même. Et votre code sera plus lu par d'autres personnes après vous, surtout s'il fonctionne, que par vous-même. Moi, j'ai peut-être du code qui a été écrit il y a 20 ans et qui sont toujours en production, qui est maintenu. Ouais. Et je croise parfois des collègues, je leur demande de telle fonction, est-ce qu'elle est toujours utilisée pour calculer des loyers de voiture Ils disent oui, c'est toujours le même moteur. Donc, tu as 15 ans de maintenabilité sur du code, ça vaut le coup quand même de prendre un petit peu de temps
et de réfléchir. Le petit jeune qui arrivera après moi, donc qui sera peut-être mon fils, quand il va lire le truc, faut pas qu'il se pose trop de questions. Si ça me pose, déjà, c'est un premier risque de régression, de faire une boulette, de casser quelque chose. Et il y a Margot qui pose une question qui est intéressante. Toute l'équipe doit avoir les mêmes refs pour que ce soit uniforme dans le code. T'as tout compris. Pour moi, c'est le cheval de bataille numéro 1. Je sais pas si Benoît, tu te souviens, mais avant de parler de qualité du code, je parle de normes de développement. Ouais. Et les normes de développement, alors c'est pas forcément un truc verbeux qui fait 200 pages. C'est surtout l'alignement d'une équipe. Donc tout à l'heure, j'ai vu une question, je sais plus qui c'était, qui parlait de à partir de quelle dimension on peut mettre en place de la qualité du code. Pour moi, dès qu'on est deux à travailler, il faut qu'on échange sur comment est-ce qu'on va écrire le code. Est-ce qu'on fait des fonctions qui se limitent à 5 lignes ou est-ce qu'on les fait à 15? Alors, c'est vrai que s'il y en a un qui fait des fonctions qui font 5 lignes max et que l'autre fait des fonctions qui font 20, c'est pas énorme, 20. Mais déjà, tu as un débat, 5 ou 20. Et si on se met d'accord, bon, j'ai pris un exemple tout bête, hein, tu peux avoir aussi le nommage des variables, le nommage des classes, des fonctions, la structuration des sources. Voilà. Tous ces échanges-là, ce qui m'intéresse quand je demande à une équipe s'ils ont des normes de développement, c'est surtout est-ce qu'ils en ont parlé entre eux, est-ce qu'ils les ont documentées et est-ce que quelqu'un qui arrive en prend connaissance. Et là, du coup, depuis que tu as commencé ça, tu as bossé avec combien d'équipes concrètement différentes, du coup? Tu étais avec plein de filières de développement différentes des dizaines, voire des centaines d'équipes. Aujourd'hui, le serveur sur lequel moi j'interviens, le serveur SonarCube, a 2000 utilisateurs. Ok, et du coup, c'est vraiment monstrueux, je saurais pas t'en avais pas partout au départ, non? Comment t'as pris ce sujet-là? Ah ben c'est toujours la première question que je pose. Est-ce que vous avez des normes de développement? Est-ce que vous y êtes intéressé? Alors souvent, on me répond, j'utilise les normes de développement de Google, d'Angular, du framework que j'utilise, d'Oracle pour Java, etc. Mais au moins, on va les chercher, on se dit, c'est les normes des éditeurs, des frameworks qu'on utilise, elles nous conviennent, ok, on les accepte, sont là à coder des règles qui permettent de les valider. Après, on peut avoir des contextes où on a développé des frameworks maison, où on a décidé de faire autrement, et bien à ce compte-là, on prend la norme d'abord qui a été construite par l'équipe, et puis ensuite on vient coder nos propres règles dans SonarCube pour qu'elles respectent, pour vérifier le respect des normes, et pas l'inverse. Jamais j'ai considéré que ma norme de développement était un outil dont j'ai pas la main sur en plus sa configuration. Ça, c'est ce que j'entends, et quand j'arrive dans un accompagnement d'équipe, c'est que vous faites quoi sur la qualité code? On a SonarCube. Oui, ça c'est bien d'avoir SonarCube. Mais il n'est là que pour vérifier un alignement interne inter-équipe qui doit pouvoir vivre. Ok, Abdel, juste si on fait on a parlé pas mal de SonarCube, tu m'as envoyé un petit lien juste avant sur SonarCube, donc pour ceux qui connaissent pas, vous pouvez aller sur sonarcloud.io pour regarder quoi représente Sonar. Bon, aujourd'hui, je pense que c'est quand même une solution, si on va sur le pricing, qui est utilisée quand même par des grosses entreprises. À mon avis, toutes les grosses entreprises françaises ont SonarCube aujourd'hui. Bon, ça a un certain coût. C'est marrant, c'est par ligne de code. Et vous voyez, c'est de l'exponentiel. On passe de 100 000 à $160 par an à 250 000, 1270 par an. Voilà. Donc, c'est pas une solution qui est accessible non plus à des petites structures aujourd'hui. Alors, je vais faire mon commercial SonarCube. Leur offre self-managed sur la qualité est chère. Par contre, l'offre cloud est un peu plus... L'offre cloud, d'accord. Ok, 250 000. Okay. Voilà, tu vois, 10 millions de lignes de code à $5 000 par mois. C'est un peu plus accessible, c'est au moins en plus. Et pour les projets open source, donc et donc quoi, les projets open source, ouais, donc c'est ce que tu m'as envoyé, donc tu peux aller checker directement les projets open source pour voir où est-ce que ça en est. Ouais, là si tu vas sur Explore, tu verras, il y a plus de 10 000 projets. Et l'exemple que je t'ai envoyé, c'est l'analyse SonarCube, qualité du code, du plugin, d'éco-conception. Donc avec un collectif, on essaie d'implémenter dans SonarCube des règles d'éco-conception. Alors ces règles-là, elles viennent de Frédéric Bordage, qui a écrit, pas tout seul, mais avec un autre collectif, un ouvrage qui s'appelle voilà, il s'appelle 113 bonnes pratiques d'éco-conception. Voilà, donc il y a plein de règles. Et sur ces règles-là, on essaie de voir quelles sont celles qu'on peut implémenter dans le moteur de règles de SonarCube. Et c'est le projet qui implémente la EcoQuad JavaScript, qui implémente des règles sur JavaScript. Vous avez réussi à en choper combien du coup sur les 115 Parce qu'il y en a qui sont entre guillemets du bon sens, qui peuvent pas être mesurés.
Tu vois, la première, qui est pour moi peut-être la plus importante, Bien sûr. et c'est bien qu'il l'ait mis en numéro un, c'est ne retenir que les fonctionnalités, ne pas retenir les fonctionnalités non essentielles. Et ça part aussi du métier, du design, de bien sélectionner les fonctions et les fonctionnalités qui vont être utilisées sur un site ou une application, sachant qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui ne sont pas utilisées. Et retenir les fonctionnalités essentielles, déjà, rien que ça, on fait un gros pas d'éco-conception là-dessus. Donc ça, je pense pas qu'on puisse le mesurer avec Sonar. Donc vous avez parcouru tous les 115 pour essayer de les implémenter, c'est ça l'objectif? Oui, c'est un peu l'idée, tu vois, de se dire, bon, dans les 115, il y en a peut-être aussi quelques-unes qui sont déjà implémentées dans SonarCube, hein, puisque ce qu'on se dit avec le recul, c'est que faire de la qualité du code, c'est déjà faire de l'éco-conception finalement, puisque Ouais. il y a des règles typées performance, il y a des règles, tu vois, si tu prends le Java, il y a 500 ou 600 règles, c'est monstrueux. Donc il y en a forcément quelques-unes qui sont intéressantes. Si on revient sur les bonnes pratiques d'éco-conception web, c'est beaucoup plus large. Il y a beaucoup de choses, il y a la compression des CSS. Donc c'est déjà un travail monstrueux d'essayer de les recenser, de les catégoriser. Quand même souligner un truc, c'est que quand on parle d'éco-conception, de green code, de toutes ces approches-là, on est dans une tentative de prise en compte des impacts environnementaux des services numériques, clairement. Et le gros paquet, Benoît Tisserand, qu'il faudra que tu invites d'ailleurs, me le rappelle systématiquement, le gros impact qu'on a sur nos services numériques, c'est l'ordre de 70-75%, c'est sur la durée de vie du matériel. Ok. C'est quelque chose qu'on ne pourra jamais difficilement tester avec SonarCube. Ça serait de prendre en compte le plus large scope de compatibilité de navigateurs, d'OS mobile, etc. Parce que quand ton service numérique va supporter moins de versions, il va inciter les utilisateurs à renouveler leur device, renouveler leur PC, et ça va nous amener à faire un trou dans la planète. Donc, je crois que c'est 800 kg pour un PC portable et 1,5 tonne d'eau pour fabriquer une backup. Donc, si tu pousses tes utilisateurs à renouveler, si tu consommes de la batterie des téléphones, tu réduis le cycle, tu consommes des cycles de batterie, tu vas réduire la durée de vie du téléphone, tu vas inciter au renouvellement, et là, tu as un gros impact environnemental. Okay. Les 20-25% qui restent, ça va peut-être être en partie sur le run de l'application. Ouais. Et c'est sur celle-là qu'on peut agir, peut-être avec des règles automatiques, des tests de performance. Mais encore une fois, quand tu parlais du ROI tout à l'heure, c'est très, 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 très compliqué à démontrer. On n'est qu'au début de la prise en compte de ces enjeux-là dans notre industrie logicielle. Si on regarde ce qui se passe sur l'industrie automobile, jamais personne n'achèterait une voiture sans savoir ce qu'elle consomme. Aujourd'hui, moi, je clique sur des boutons, je ne sais pas ce qu'ils consomment. Et l'industrie automobile a eu un gros impact environnemental, le service numérique aussi. Il y a une réglementation sur l'industrie automobile. Je crois qu'on doit laisser tomber les moteurs thermiques pour 2035. Ça sera peut-être plus tard, ça va décaler, mais en tout cas, on est dans cette dynamique-là. Je ne sais pas ce qui se passera sur... Je pense que c'est quelque chose qui peut arriver du coup sur le web, d'avoir vraiment des indicateurs directement quand tu arrives sur un site internet. Il y a des outils qui existent, qui commencent à se mettre en place. Et que ce soit quelque chose d'obligé de la même manière que le RGPD aujourd'hui a été mis en place et qu'il faut le consentement des cookies, etc. Tu penses que c'est quelque chose qui peut arriver vraiment dans le web de demain? Oui. Moi, je pense que c'est déjà enclenché, en fait. Tu as déjà des réglementations qui se passent sur l'accessibilité, l'inclusion. Okay. Et peut-être que l'étape d'après, ça sera aussi l'impact carbone, on va dire, des services numériques. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des réflexions permanentes, de plus en plus. Plus il y a de catastrophes naturelles, malheureusement, il faut en arriver là, plus il y a une prise de conscience des populations et des responsables. Donc, forcément, un jour ou l'autre, on se dira, mais attends, c'est data center. Tu vois, il y a l'IA aussi en ce moment qui explose. L'IA nécessite énormément de ressources, énormément de puces. Voilà, il va peut-être y avoir des guerres pour des mines de matériaux, de machins. Donc, voilà, tout ce qui va être sur les mines, ça a un gros impact environnemental. Donc, il y aura une réflexion, essayer de faire vivre les PC le plus longtemps possible. Et peut-être que les premières législations viendront un petit peu de ce qu'on a eu sur l'électroménager. Je crois qu'il y a des lois qui luttent contre l'obsolescence programmée. Et quand tu décides d'arrêter de prendre en compte IE6, 7, 8, 9, je sais pas, mais tu fais de l'obsolescence programmée. Donc, donc, tu changes ton navigateur, tu changes ton PC. Ton PC, etc. Il y a Aménésis qui dit « J'arrive un peu tard. Quelle est la fonction de Abdel dans les entreprises exactement ?» Est-ce que tu peux juste faire un petit résumé rapide?
Ma fonction aujourd'hui, c'est. Là, je me suis posé la question. Moi, je suis plutôt un coach en transformation digitale, donc accompagnement DevOps, agiliste et qualité du code. Donc, ce que je fais, c'est j'aide les équipes à progresser, s'améliorer sur la thématique de leur choix. Et là, aujourd'hui, ce Zoom est sur la qualité du code, l'éco-conception, tu vois. Pareil sur l'écologie, moi j'en suis venu un petit peu aussi par mon histoire personnelle, hein. Je suis papa et je commence à m'intéresser à quelle planète je laisse, à quel bout de code je laisse à mes enfants. Ça rejoint tout ce qu'on s'est dit sur la qualité du code. J'ai codé un truc, voilà, si ma maison est gérée avec ma domotique, mes enfants doivent pouvoir, d'ici 10, 15, 20 ans, reprendre le truc sans dire mais c'est quoi ce bordel qui nous a fait. On a une autre question, c'est quoi la différence entre la version payante et la version communautaire? Donc du coup, il y a une version pure communautaire? Enfin, il y a une version pure communautaire qui est Il y a une complètement version pure gratuite. communautaire? Que vous pouvez télécharger, ça va démarrer un serveur, voilà, c'est pur gratuit. Okay. Les grosses différences, c'est que tu vas pas avoir de gestion de portefeuille, tu vas pas avoir de gestion de branche. Il y a peut-être des langages qui ne sont pas pris en compte. Le COBOL, pour du particulier, ça n'a presque pas de sens finalement. Le COBOL, c'est des langages qu'on trouve dans des grandes entreprises. Donc, c'est des versions qui peuvent être suffisantes pour démarrer, pour s'intéresser au truc, pour nos projets personnels. Puis dès que tu vas être dans une démarche d'entreprise, tu vas voir la développeur édition, qui est plutôt pour le développeur professionnel, qui intègre elle intègre quelques fonctionnalités supplémentaires. Je les ai plus en tête. Et la data center, c'est celle qui fait de la résilience, du cluster, voilà, de la redondance. C'est vraiment un truc un peu plus bourrin, mais qui est nécessaire parce que si aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que les analyses sont mises en place sur toute modification du code. Parce qu'encore une fois, l'idée, c'est de détecter au plus tôt. Donc, dès les pull requests. Et d'ailleurs, si on va sur sonar.io, tu verras, il y a des projets sur lesquels tu trouves des pull requests qui sont scannés, que tu vois. Et tu en vois quelques-unes qui ne respectent pas les exigences qualité du code. Et là, on a chopé le plus tôt possible un petit truc. Un petit truc, ça peut être une gestion d'exception qui a été manquée, tu vois, catch vide. Ça passe pas dans SonarQube. Et ça, il vaut mieux s'en apercevoir quand on est en train de coder la fonction et rajouter le petit message de log. Ça coûte rien du tout. De le faire a posteriori une fois en production, tu as une erreur, il n'y a pas de gestion de log, il y a un catch feed, tu te retrouves à débugger, t'apercevoir qu'il faut mettre de la log, tu relis une version avec la log pour comprendre ce qui s'est passé, tu relis une deuxième version. Et on est samedi soir, 23h. Exactement. Et tu as perdu 4 millions d'euros sur ta boutique. Donc, utilisez Sonar. Et si vous voulez l'utiliser, comme dit Margot, pour prendre un abonnement Cloud Sonar, utilisez le code promo Abdel, bien évidemment. T'as pas des codes promo? Non, t'as des connaissances chez Sonar quand même, à force d'avoir utilisé. J'ai un ancien collègue toulousain qui a été recruté par Sonar, mais lui était Java Champions, c'était une bête, tu vois. Après, j'ai eu des contacts avec eux, il y a une communauté, donc il y a un forum, donc chez Sonar Community, vous allez avoir un forum, vous allez pouvoir échanger avec en fait, le support est fait sur la communauté, le support de premier niveau. Moi, j'ai jamais eu affaire à leur support commercial. Pose des questions. Tu peux faire vivre aussi le produit à travers ce forum-là, donc proposer des nouvelles features, prise en compte, je sais pas, du COBOL dans son Arlit, de VS Code, des choses comme ça. Donc c'est très dynamique et à chaque fois que j'échange avec eux, et on le sent dans l'utilisation de l'outil, c'est que c'est un outil fait par des devs pour des devs. Je ne sais pas depuis combien de temps ça existe, mais j'avais entendu, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais que Sonar à la base c'était une agence web qui avait construit l'outil pour eux-mêmes, et petit à petit en fait ils sont devenus une start-up et puis ils ont commencé à lever des fonds pour accélérer, et je crois qu'ils ont fait une grosse levée de fonds d'ailleurs l'année dernière ou il y a 2 ans si je dis pas de bêtises. 400 millions d'euros. 400 millions d'euros, ok. Ouais, c'est plus qu'ils doivent être, ils sont considérés comme une licorne quoi. 4 fois licorne. 4 fois licorne, ok. Incroyable. Oui, c'est assez monstrueux. Mais encore une fois, je dis ça, c'est quand ils ont commencé à attaquer le marché Amérique du Nord. Ils ont fait que l'Europe au début et puis après ils se sont étendus à Amérique du Nord, c'est ça? Oui, avec des contrats gouvernementaux, spatiaux. Et tu retrouves aussi, comme je disais au début, l'histoire de la qualité du code vient beaucoup du spatial, de ces mondes-là. Le CNES aussi, chez nous, a des plugins spécifiques, peut-être un peu plus poussés pour peut-être analyser le code qui est sur des satellites ou qui est dans l'embarqué très critique. Ok, ben ouais, de toute façon ça touche à beaucoup d'industries, encore plus celles où c'est critique. Donc toi tu bosses pour une banque du coup, pour un groupe bancaire, donc forcément c'est un point important, cette partie qualité de code.
Ouais, c'est Euh, critique. Pour moi, le bancaire, c'est critique. Tu as des flux financiers, tu as des enjeux, mais et ouais, bien sûr. beaucoup moins que le militaire, le spatial. Voilà, tu as des programmes spatiaux qui ont 10 ans Ouais, faut pas, d'exception. faut pas Truc qui l'erreur là. bug, la fusée part pas, ça explose. Enfin, Ouais. c'est des projets d'une vie. On va parler un petit peu d'éco-conception pour finir ce live. Abdel, du coup, je te propose de finaliser un petit peu avec la partie éco-conception. Si tu peux me redonner la main, Anto, s'il te plaît. C'est nickel. Yes. On revient un peu comme c'était. Éco-conception. Du coup, ça, c'est un sujet que tu commences à traiter depuis combien de temps, grosso modo? Puis, au moins 3 ans. 3 ans? Ok. Et donc, concrètement, l'éco-conception, si tu devais le décrire, c'est comment tu le décrirais de manière simple, efficace? Alors, pour moi, c'est surtout réduire les impacts environnementaux. L'idéal, ça serait d'avoir des services numériques, des produits logiciels à impact nul sur la planète. Vous trouverez plein de chiffres hein, si vous cherchez sur Internet l'impact de l'informatique sur la planète. C'est de plus en plus monstrueux. C'est d'autant plus monstrueux qu'on est sur des services qui ne sont pas très visibles. Alors, même si on a du matériel, du data center, etc., le logiciel n'est pas visible. Et tu as une réflexion en fait dans les entreprises, dans les gouvernements, dans tout ce qui est climat est très, très, très à la mode, on va dire. C'était à la mode à une époque, maintenant c'est devenu vraiment une réalité avec les impacts malheureusement des sécheresses et le reste. Donc on est obligé de s'y intéresser finalement, de plus en plus. Ce qui m'embête un petit peu sur aujourd'hui, c'est que c'est trop récent comme discipline pour qu'on ait des outils comme SonarCube sur la qualité du code. Ok. Donc Même si ça commence, il y a des choses qui arrivent, non? c'est des choses qui arrivent. Et justement, le collectif, là, EcoCode, dont je te parlais tout à l'heure, Ouais. est un collectif dont l'un des objectifs, est d'outiller les développeurs pour qu'ils puissent concevoir du code éco-conçu. Alors, c'est une démarche dans le collectif, tu trouves même un chercheur de l'université de Pau. Donc, c'est des projets de recherche. Tu vois, on est vraiment en mode, on appelle ça, défriche le terrain. Hein, donc, malheureusement, dans l'éco-code plugin Java, tu vas trouver 20 règles, PHP 10, 20. C'est vraiment le début, c'est ça que je veux te dire. Donc, l'idée de s'outiller avance petit à petit. Mais il y a besoin d'énergie. Donc, vous pouvez contribuer à ces projets-là. Donc, je fais un petit peu de pub pour le collectif EcoCode. Il y a un site internet pour le collectif? Ouais, EcoCode. Donc, il y a un challenge tous les ans. Donc, fin mai, là, il y aura une journée ou deux, je ne sais plus combien de temps ça va prendre, de partage et de construction de nouvelles règles, d'implémentation, de pull request sur le plugin SonarCube. SonarCube, aujourd'hui, l'éditeur ne propose pas. Voilà, tu vois. Donc, ça, c'est les gens qui travaillent, qui donnent de leur temps à cet outil. Olivier est un chercheur, donc on a échangé avec lui. Hein. Moi, j'aime bien ce qu'il fait parce que, si tu veux, son approche, ça a été de se dire il nous faut un moyen de mesurer les gains. Parce que sinon, on va être toujours à côté. Donc, lui, il a fait de la recherche autour de la mesure des gains sur les applications mobiles et implémenter des règles SonarCube sur Kotlin, un langage Android. Non, c'était pas Kotlin, c'était l'autre. Donc, il a eu cette réflexion, c'était son projet de recherche, donc le projet d'une vie presque. Ces règles-là ont été publiées en open source avec un autre projet qui avait commencé à développer des règles. Donc là, on est dans ce collectif-là, une dizaine de personnes qui animent en permanence les différents plugins qui sont sur GitHub. Et une fois par an, on se retrouve pour 2 jours avec peut-être 70 participants, plusieurs équipes, tu vois, mode hackathon, on essaie d'implémenter le maximum de règles, de pousser le maximum de pull requests. Comment il s'appelle ce truc? Il y a un site EcoCode Challenge. Oui, il y a un site et il date d'aujourd'hui ou d'hier. Hein. EcoCode Challenge. Ouais. Ok. Challenge EcoCode, voilà, 30 mai. Et là, on trouve un petit peu la crème de la crème nationale, enfin, surtout les gens qui s'intéressent à cette problématique-là. Beaucoup de passionnés, finalement, puisque c'est beaucoup de bénévolat aujourd'hui. Gros sponsorship de Crédit Agricole. Crédit Agricole, tu vois, il y a Banque de France, il y a BPCE aussi qui participe. Pôle emploi. Alors, Pôle emploi, tu vois, il y a des prêts aussi dans le challenge. Et je me souviens d'une presse d'une personne de Pôle emploi qui a une page, celle où on saisit l'activité, pas actif dans le mois, là, qui est hyper visitée toutes les fins de mois. Tu vois,
grand public. Et il faisait des optimisations sur le JavaScript, sur cette page-là, pour la taille des images, et il essayait de mesurer en sortie de son alim l'impact des modifications d'algo, des optimisations. Donc, il y a cette première axe qui est de mesurer l'impact la conso de nos applis. Tu l'as vu, tu en as parlé tout à l'heure, l'axe de dégraisser les logiciels, hein, donc d'avoir moins de fonctionnalités inutiles. Donc c'est mobile, non mobile, ok, bah c'est énorme ça. Et ça fait... Ah, ils ont déjà mis les défis? Ah, c'est cool. J'ai dit le site est super récent, je ne savais pas comment ils s'organisaient aujourd'hui. Défi mais voilà, 1, défi 2, défi 3, donc enrichir et le référentiel de bonnes pratiques. Donc les 115 bonnes pratiques, l'objectif ça va être de les enrichir si je comprends bien. Les enrichir, développer des règles pour temps, SonarCube. Ok, ouais. super. Et puis valider les règles. Ok, vachement intéressant, mais il faudra voir ce qu'il en ressort. T'as prévu d'y aller toi de ton côté? Moi j'y vais tous les ans, hein, c'est la 3e édition, en distinciel. Ok. Et bon, ça serait en restant chez toi, quoi. Moi je participe à distance. On peut y aller sur place aussi. Ouais, d'accord, il y a un lieu et tu peux le faire à distance. Alors, à chaque fois, je ne suis pas disponible sur les créneaux, mais j'aimerais bien y aller un jour. Tu vois, là, il y a une photo, il y a une superbe ambiance. Tu le ressens même à distance. Hein, donc, tu as des temps de développement et tu as des temps de présentation, de partage. D'accord. Ok, donc l'éco-conception, donc c'est ça en gros, hein, c'est réduire l'impact environnemental qu'on a sur les projets web qu'on fait. Est-ce que si tu devais donner quelques bonnes pratiques issues de ces 115, aujourd'hui tu en aurais quelques-unes qu'il faudrait un petit peu mettre en avant et qui parleraient un peu à tout le monde sur l'emploi et qui ont de l'impact? On les regarde un petit peu, je te mets la liste ici. Il y a Margot qui a mis les images. Les images, c'est bien de gérer les images. Nous, chez PicBeam, on utilise une solution, typiquement, je trouve vraiment pas mal, qui s'appelle TwigPix. Parce que pour moi, les images, c'est vraiment le gros du poids des sites internet aujourd'hui. Beaucoup d'images ne sont pas optimisées. On les charge de manière énorme, là où il faut les afficher sur un petit affichage. Et en fait, cette solution-là, c'est vachement malin. C'est une solution française qui s'est fait racheter il n'y a pas longtemps, qui permet d'optimiser les images en fonction du navigateur ou du device sur lequel tu es. Donc en gros, tu te préoccupes pas de te dire cette image elle doit s'afficher là en 300 pixels par 200 pixels. Là en fait c'est TwigPix, tu délègues ce travail là à TwigPix qui va te renvoyer l'image en fonction du device au pixel perfect près de ton attendu. Donc c'est vraiment exceptionnel et ça te permet du coup d'avoir un poids d'image et une compression d'image qui est au top vis-à-vis de l'écran sur lequel tu es. Juste pour faire simple, parce que j'aime bien quand même proposer des solutions outillées, Lighthouse, vous l'avez tout sur votre navigateur, c'est assez rapide, ça détecte des trucs, c'est pas mal. La taille des paquets, donc quand vous livrez une application, un zip, peu importe, surveillez comment il évolue. Ça vous mettra la puce à l'oreille si tout à coup il y a un fichier qui fait 40 Go qui est inclus dedans et c'était des logs, il n'a rien à faire là-dedans. Donc Lighthouse, vous l'avez là. Hein. Quand vous ouvrez la console, vous avez Lighthouse ici et puis après vous pouvez lancer et ça vous fera une analyse directement. Ceux qui ne connaissent pas. Même sur mobile, vous l'avez, je crois. Sur le Chrome mobile, vous avez un petit Lighthouse. Bon, là, on doit avoir un bon score sur ce site-là, en théorie. Hein. Il est assez vieux, ce site, quand même. Ah, ça va. Ok. Voilà, et ça fait accessibilité. Donc, et pour une anecdote, là, sur les images, nous, on utilise une solution qui vient d'une startup nantaise qui s'appelle Flickr et elle nous a permis de détecter une image un peu grosse, pas trop compressée, etc. Et qui, en plus, faisait de la pub pour du crime. Alors, je ne sais plus, c'était du déplacement à vélo, c'était une pub vraiment pour le verre. Et l'image qui faisait cette pub-là était était monstrueuse. Donc, eux, ils sont dans la démarche de mesurer le carbone D'ailleurs, tu vois, tu as ton poids carbone, je crois, sur la droite, là. On doit pas le voir bien. Énorme, ça. Voilà, donc tu vas ouvrir la vidéo, tu vas voir, ça va exploser. Donc, ils sont en mode de mesurer l'impact carbone des pages d'un site ou de plusieurs sites pour Et c'est eux qui donnent ce petit badge, là, en gros? Le petit badge, ouais, c'est eux qui le calculent, ça. C'est eux qui le calculent et qui le fournissent, d'accord. Ouais, c'est eux qui le calculent. Donc, tu vas trouver plein d'indicateurs qui vont générer, dont des indicateurs Lighthouse, mais ça va plus loin que ça. Et ils fournissent de la gamification, de l'agrégation, et tu peux intégrer ça à une CI. Voilà,
Lighthouse, c'est bien pour faire une analyse ponctuelle. Ça Ouais, couvre c'est beaucoup. un Lighthouse plus avec cette notion d'éco-conception, en Plus. gros. Ouais, beaucoup plus. Parce que Lighthouse ne fait pas le poids carbone, il fait pas. Ouais. Donc voilà, tu vois, ils ont pas mal de réussite, pas mal de labels, pas mal grossi. Ok, donc vous l'intégrez dans les pipelines des On a- différents projets qu'il y a aujourd'hui, et puis ça vient comme un indicateur comme un autre. Quand on regarde Sonar qui vous donne une note, là c'est Fruger, pardon, qui vous donne aussi une note sur les performances et sur l'éco-conception, c'est ça? Ouais, c'est un peu l'idée en fait, c'est Ouais. d'intégrer à des chaînes CI/CD. Donc pour l'instant, on est sur quelques pilotes, mais on voit pour généraliser avec eux. Donc on les aide aussi à construire ce produit puisque c'est quelque chose d'assez innovant, assez récent. L'idée, ça serait vraiment de scanner en permanence nos sites pendant les développements et de pouvoir avoir une stratégie, tu vois, d'identifier les indicateurs sur lesquels on veut progresser, pouvoir garantir qu'on ne régresse pas en faisant passer une évolution. Parce que bon, même si aujourd'hui, sur tes sites, toutes tes images sont compressées, tu pars en vacances, tu reviens, tu sais pas ce qu'a fait le stagiaire. Donc, voilà, de pouvoir avoir ces pratiques-là qui sont mesurées, outillées, garanties, maîtrisées. Donc, avec un peu de chance, on va généraliser. Moi, je ne suis pas trop ce projet. J'interviens essentiellement sur l'intégration à la chaîne CI/CD, mais je sais qu'on a une réflexion pour faire de la généralisation. Maintenant, ce qui ne nous intéresse pas, c'est juste faire de la généralisation pour généraliser. C'est aussi que les équipes de dev s'approprient ces indicateurs, qu'elles aient le temps de les traiter. Et ça fait encore un sujet de plus, tu veux, par rapport à la qualité du code, la sécurité du code, les tests fonctionnels, etc. Donc voilà, on accompagne ces changements-là. Ok, c'est cool hein, qu'une boîte française comme ça se développe et puis rapidement auprès de gros groupes sur un outil de ce type. Et vous voyez On n'est le pas en succès. retard, on n'est pas en retard en France. Malheureusement, moi j'aurais préféré que d'autres soient déjà partis. Je pense que Ouais. voilà, les pays scandinaves aussi doivent avoir des réflexions, mais en tout cas, on sent en France qu'il y a une vraie prise en compte de ces sujets-là, des réflexions. Ça prendra son temps, mais ça arrivera. Tu vois, hier, je naviguais un peu sur LinkedIn et je voyais mon copain chercheur là qui chantait un petit peu une nana en Allemagne qui disait que le logiciel tue le matériel. Ouais. Sauf que lui, il en avait fait son projet de recherche. Alors, je sais plus la date, mais c'est peut-être il y a 10 ans, 5-10 ans. Ouais. Il avait déjà signalé ça, que le logiciel avait un impact sur. Donc il y a une prise de conscience. Donc ça nous faisait marrer. En mode, il était temps, c'est pas trop tôt. Mais il y a une prise de conscience. C'est très bien. Et tu vois, il y a Margot qui te pose la question, Abdel, est-ce que tu penses qu'une entreprise qui s'implique dans l'éco-conception aujourd'hui, c'est un avantage concurrentiel ou c'est encore trop marginal et pas assez important pour les entreprises? Alors, c'est quand même important pour les entreprises. Chez BPCE, on a l'ambition d'être exemplaire, d'être modèle. Et tu vois, on retrouve cette démarche-là au Crédit Agricole. On retrouve Société Générale aussi, qui finalement, tous les services bancaires sont sur cette approche. Ça sera un avantage concurrentiel peut-être demain lorsqu'on aura des labels ou des scores qui diront que voilà, tu utilises mon appli, elle est verte. Donc ça commence à arriver, je crois qu'on commence à voir cette petite Il y a des labels, valorisation Margot marketing. parle du label Lucie. Il y a un label qui s'appelle Lucie dans cette démarche éco-conception, RSE, etc. Il y a eu ces réflexions sur la labellisation, il y en a peut-être plusieurs, il y en aura un jour il y en aura un qui sera leader là-dessus, hein, et tu te poseras plus de questions. Voilà, c'est un peu tôt, mais c'est intéressant quand même de voir une histoire se construire. Mais moi je suis convaincu que ça le sera un jour, et même pire que ça, ça sera une obligation réglementaire. Ouais, au même titre, comme ce qu'on disait tout à l'heure, au même titre que Sur les la voitures. RGPD, quoi. Ou les voitures. Ou que les voitures. Critère A, 1, 2, 3, 4, 5, tu vois plus au centre-ville. Hein. Et ton site va être exclu des moteurs de recherche parce qu'il est trop lourd. Le conseil que je peux vous donner, c'est suivez les services publics. Parce qu'avant que l'État, les responsables, imposent ça aux entreprises du privé, ils se l'imposeront à eux-mêmes. Et ils vérifieront que c'est faisable. Une fois que le site des impôts, tous ces sites-là qui sont du service public, qui sont monstrueux, ont pris en compte ces problématiques-là, ont démontré que c'était faisable, que c'était possible, il y aura une manière ou d'une autre, une législation qui dira, tout le monde. Ok Abdel, écoute, très cool. On va pas tarder Et à clôturer. Une petite parenthèse, quand vous voyez des agriculteurs pleurer parce qu'ils n'ont pas assez d'eau. Là, c'est ton enfant qu'on entend pleurer derrière, c'est pas les agriculteurs. Non, c'est mon enfant. Mais quand vous voyez les agriculteurs pleurer dans la rue parce qu'ils n'ont pas assez d'eau,
Ouais. Dites-vous bien qu'on en consomme avec nos services numériques. Donc, Ouais. il y a un lien quelque part. Et si on pouvait leur laisser de l'eau pour arroser ce qu'on mange, c'est peut-être mieux que pour afficher des images qui ne sont pas compressées. Ouais, complètement. Bon, en tout cas, vous avez ce site que je vous invite à aller regarder. Il y a, ouais, il y a un livre hein, qui a été fait sur ces 115 bonnes pratiques. Vous voyez, j'ai commencé à taper statique juste parce que pour moi, voilà, c'est un point important et c'est quelque chose qu'on retrouvait aussi sur le site de Fruger. Donc, vous avez vu hein, sur le site, c'est un site sur cette page, donc c'est un site qui se charge très vite et je suis allé regarder un petit peu les technos qui sont utilisés. On voit qu'il y a Gatsby qui est utilisé, qui est un générateur de site statique, donc qui permet de voilà, générer à l'avance l'ensemble des pages du site internet. Donc c'est quelque chose que nous on fait chez PicBeam avec la Jamstack notamment et les générateurs de sites statiques. Donc c'est une des choses pour arriver à faire de l'éco-conception. Il y en a encore pas mal d'autres, donc je vous Peut-être que tu inviterai les à aller inviteras un regarder jour. tout ça. Comment? Peut-être que tu les inviteras. C'est ça? Fruger? Fruger, comment on dit? Fruger, c'est ça? Fruger. Mais avec grand plaisir. Si tu as un contact, tu me mets en contact et puis on pourra les inviter pour faire une démo. Ça sera trop cool parce que je trouve l'outil et l'idée vraiment top. Et je suis persuadé qu'ils vont réussir à cartonner avec cet outil-là. Abdel, avant de finaliser, est-ce que tu as un petit dernier mot, un petit dernier conseil à donner sur tout ça, sur l'éco-conception et sur la qualité de code, avant de clôturer ce live et de laisser tout le monde aller manger? Pour la qualité du code, pour moi, avant de s'intéresser à l'outil, parlez-en entre vous, dans une équipe de dev, échanger. C'est vraiment le point clé, c'est de se mettre d'accord. On n'a pas assez parlé peut-être du craftsmanship, mais on s'inspire un petit peu des compagnons qui construisaient des cathédrales et qui échangeaient sur comment ils coupent des pierres. Voilà, on est un peu dans la même démarche, hein, comment je coupe mon code, comment je crée mes lignes de code. Et puis sur l'éco-conception, c'est encore plus vrai que sur la qualité du code, c'est aussi de s'ouvrir à l'extérieur, de s'intéresser sur les bonnes pratiques des autres maîtres artisans. Ouais. Et d'aller dans des événements, on va parler d'Eco-Challenge, il y a les DevFest, donc il y a énormément d'événements, d'occasions de pouvoir partager avec nos pairs sur nos pratiques et capitaliser sur ce qui se fait de bien. Et à commencer par le challenge EcoCode le 29 et 30 mai, soit à Paris, soit en distanciel. Adèle y sera en tout cas. Donc super, ben merci avec beaucoup. Avec une équipe. Nous, on sera en moins 5. Okay. Équipe PPCE NAT6. Tu peux y aller en équipe, tu peux pas y aller tout seul? Si, tu peux y aller tout seul. Mais nous, ok, donc c'est un peu aujourd'hui pour monter une équipe, c'est mon troisième, on est habitué, mais si vous voulez tout seul, vous serez intégré dans une équipe, c'est très ouvert et superbe ambiance. Et d'ailleurs, on apprend plein de choses tous les ans. Le gars qui a mis des équipements assortis de son en-ligne dans sa tour, et voilà, il m'a fait kiffer. Il changeait son algo, son JavaScript, il l'importait différemment, il compressait, et là, il était capable de dire j'ai gagné 0,1, mais multiplié par des millions d'utilisateurs. Voilà. Là, il a chopé son ROI. Exact. Commencez par mesurer, et une fois que vous aurez mesuré, vous pourrez travailler dessus, essayer d'améliorer vos projets, aussi bien sur la qualité de code que sur l'éco-conception. Sujet passionnant sur lequel il faut toujours apprendre et essayer de se challenger. En tout cas, je suis persuadé, comme toi, que c'est quelque chose qui va s'imposer très fortement dans les entreprises. Je ne sais pas à quelle échéance et quand, mais en tout cas, si les grosses entreprises commencent à s'y intéresser, s'il y a des petites startups qui commencent à faire des projets sur ces thématiques-là, c'est vraiment qu'il y a un sujet important de fond à traiter. Voilà. Je suis d'accord. Hein. Si les plus gros financiers du pays s'intéressent au sujet, c'est quelque part il y a un enjeu. Complètement.